Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Bon, il y a ce livre, on va en parler dans quelques minutes, Ma vie avec Marx chez Gallimard. Mais d'abord un petit mot comme de l'actualité. Quand on voit le pétrole à plus de 85 dollars le baril de Brent, cette croissance chinoise, on en parlera juste après, en détail qui pique du nez en tout cas au sortir de l'été, cette inflexion monétaire imminente, notamment à la Fed, ces problèmes de pénurie d'approvisionnement, pour de nombreux secteurs. Ce pic d'inflation qui, malgré ce que disent les banques centrales, semble durer un peu plus longtemps que prévu. Est-ce que l'environnement économique s'est un peu obscurci en cet automne? Ou j'ai tort de tout voir du point de vue négatif? Oui, bon, vous faites votre boulot. Vous connaissez un journaliste qui ne pense pas qu'être pessimiste, c'est le seul levier possible. Et retourner en arrière, en mars 2020, oui. Qu'est-ce qu'on nous disait? Ça va être la pire crise depuis 1929, on ne sait pas où nous allons. Regardons où nous sommes aujourd'hui et prenons le cas du petit pays qu'est la France. On est entré dans la crise à 8% de chômage et on ne parlait que du chômage. On sort de la crise à 8% de chômage et on ne parle que de pénurie de main-d'œuvre. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il s'est passé des choses très compliquées sans doute sur le marché du travail. On a une croissance économique assez rutilante. Tout ce que vous avez cité... Quel pendant du moins 8 qu'on a fait, moins 8% de croissance qu'on a fait aussi en 2020. Attendez, quels sont les critères au fond d'une économie qui tourne? Et je ne parle pas pour la seule France. C'est plein emploi et pouvoir d'achat, grosso modo. C'est par rapport à ce qu'on a connu miraculeux. Et une bonne partie des problèmes réels que vous citez sont liés à la rapidité avec laquelle nous sommes sortis de la crise et qui est la contrepartie de l'action formidable que l'ensemble des gouvernements et des banques centrales ont mené. Alors, une bonne partie des sujets que vous abordez se résoudront. Vous verrez que le prix des frettes qui s'est envolé quand les porte-containers qui sont en construction seront sur les océans s'effondrera. Vous verrez que les pénuries de composants se résorberont. Moi, je ne crois pas du tout à l'inflation salariale. Donc, des facteurs que vous avez cités, il y en a un seul sur la durée duquel on peut s'interroger, parce que là, nous sommes devant une boîte noire, c'est en effet la Chine. Voilà. Là, on peut tout dire et son contraire, donc rien dire. Mais tout le reste, ce sont les petits prix à payer d'un redémarrage miraculeux. Ouais. Au prix d'un endettement record aussi, mais qu'il fallait faire, il n'y avait pas le choix, mais il ne faut pas non plus passer sous silence. Non, mais on est au prix d'un endettement record. Nécessaire. Le problème, ce n'est pas l'endettement, le problème, c'est le niveau des taux. Donc la seule question, c'est est-ce que les taux vont monter significativement ou non? Si l'inflation aux États-Unis reste à 5%, tel qu'on l'a aujourd'hui, 4% sous-jacent aux États-Unis en hausse. Il n'y a en réalité qu'une seule inflation durable, c'est l'inflation salariale. Parce que celle-là, elle est irréversible. Donc la seule question, c'est de savoir est-ce que ceci va déboucher sur une forme d'inflation salariale. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Moi, j'ai la conviction, en regardant un exemple passé, que ça ne sera pas le cas. L'exemple, c'est l'Allemagne avant la crise du Covid. L'Allemagne était en plein emploi. Les grandes entreprises industrielles, très syndicalisées, donnaient du 4 à 5% de hausse de salaire par an. Les hausses de productivité étaient telles que ça n'avait pas d'effet inflationniste. Et, en revanche, ces hausses de salaire n'étaient pas transmises aux secteurs à faible productivité comme les services. L'inflation salariale, elle démarre quand les hausses de salaire obtenues par les syndicats dans les sociétés à forte productivité se transmettent vers les services à faible productivité. D'une certaine façon, la désyndicalisation, à laquelle s'ajoute l'ubérisation, à mon avis, rend peu probable une vraie inflation salariale. Toutes les autres inflations sont fugitives. Mais c'est un point de vue que les faits vont peut-être démentir. Mais franchement, les questions que nous avons le plaisir de discuter ensemble aujourd'hui devraient nous rassurer par rapport aux angoisses que nous avions. Ouais. Donc tout est dans les mains des banques centrales, si elles décident ou pas, parce que quelque part, pour l'instant, Jérôme Powell prend quelques largesses parce qu'il estime que voilà, cette inflation est transitoire, mais si jamais le transitoire devait durer plus longtemps et devait invalider encore une fois votre raisonnement, elles seraient peut-être en difficulté, les banques centrales. On sait ce qu'elles vont faire, les banques centrales. C'est pas la peine de prendre des grands airs sagaces. Elles vont
très doucement, très progressivement, réduire le nombre d'actifs qu'elles achètent pour créer de la monnaie et laisser augmenter les taux tranquillement. D'abord, n'oubliez pas déjà qu'aux États-Unis, les taux sont positifs. Ouais. Il n'y a qu'en Europe où les taux étaient négatifs. On sortira des taux négatifs. Et heureusement, le taux négatif est quand même une aberration intellectuelle qui ne peut qu'être temporaire. Donc vous n'aurez pas des coups de balancier des banques centrales qui vont soudainement provoquer Même sous la contrainte, crise. encore une fois, parce que... Mais sous la contrainte, les choses évolueront progressivement, elles suivront, et vous verrez avec une extrême prudence. Leur pratique a beaucoup changé. Vous savez, les banques centrales, au moment de la crise financière, on a dit « Oh là là, il va y avoir une inflation galopante ». Elles ont multiplié leur bilan par 4. Il ne s'est rien passé. Sauf sur les prix des actifs. Sauf sur le prix des actifs. Mais les prix des actifs, ça va... Ce qui crée des inégalités, ce qui me renvoie à votre livre après. Non, mais ça, c'est un tout autre sujet. Ouais. Je pense que le risque social est plus grand que le risque économique. Parce qu'en effet, la hausse du prix des actifs accroît les inégalités fondamentales. Mais ce n'est pas un problème de conjoncture économique. Les bilans des banques centrales se sont accrus dans des proportions folles depuis le début de la crise du Covid, et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc elles vont freiner, c'est sûr, elles freineront avec beaucoup de prudence et avec un empirisme qui n'était pas leur attitude et leur cas il y a longtemps. Enfin, dernier élément, quel est le facteur, au fond, qui a mis un couvercle sur leur démarrage européen après la crise financière ? Il y a toujours deux pédales, hein, la pédale monétaire, la pédale budgétaire. C'est l'ordolibéralisme allemand, ça c'est dit en termes chics, ça veut dire la rigidité budgétaire allemande qui a commencé sous Nicolas Sarkozy quand même. Mais qui a empêché, mais bien sûr, et qui a empêché l'Europe, avec l'application stricte des critères de Maastricht, a empêché l'Europe d'appuyer sur la pédale budgétaire. Le changement de situation politique en Allemagne, c'est-à-dire quand même sur la coalition où 2 des 3 partis sont beaucoup plus proches des positions françaises que à coup sûr le 3e, fait que le risque d'un coup de frein budgétaire européen imposé par l'Allemagne est assez faible. Donc tout se présente plutôt bien. Donc ça veut dire qu'on peut continuer en France à dépenser sans compter au niveau de l'État, parce qu'à priori on vise 5% de déficit budgétaire. Non, on se dit que c'est quoi de 5%? C'est horrible par rapport aux critères de Maastricht. En même temps, on est en sortie de crise. Moi, je crois d'abord, on va évidemment dépenser sans compter jusqu'à la présidentielle, mais bon. C'est un classique, c'est ça? Ça, c'est un classique. Si on ne le faisait pas, ce serait assez troublant. Non, je crois qu'après, la vraie question, et il n'y en a qu'une, c'est que la seule mesure de sérieux que les marchés prennent et qui pourrait compenser le laxisme du budget de l'État, c'est l'allongement de l'âge de la retraite. Et je crois pour moi que le bon troc, c'est de ne pas trop freiner trop vite sur le déficit budgétaire, parce qu'il correspond à des besoins réels, mais en revanche, passer au moins à 64 ans, voire à 65 ans sur l'âge de la retraite. Du président Macron qui n'est pas allé jusqu'au bout. Mais ce n'était pas ça, la réforme avortée. C'est vrai, elle était... La réforme avortée, on ne connaissait pas ses conséquences parce que l'âge pivot, c'était un mécanisme incitatif, donc on ne connaissait pas le résultat. Tandis que dire 64 ans en telle année, enfin 63 en telle année, 64 en telle année, 65 plus loin, ça c'est de la mécanique, c'est de la plomberie. Non, mais elle le dit, elle a raison. Sur ce point, elle a totalement raison. Et j'ose espérer que Emmanuel Macron assumera cette dimension des choses quand il parlera réforme des retraites lorsqu'il sera candidat. Voilà, dans le cadre d'un éventuel prochain quinquennat. Juste avant, on parlait avec le Figaro du gouvernement qui cherche la bonne réponse pour aider les Français qui ont du mal avec leurs factures énergétiques. Il a bien raison de la chercher. Avec un chèque carburant qui est en gestation. Est-ce que l'exécutif en fait assez? J'ai vu qu'en Allemagne, il y a un allègement de quasiment 10 milliards d'euros de fiscalité pour faire baisser le prix de l'électricité. Non, mais les montants en jeu sont quand même importants. L'avantage d'être riche est toujours incontestable. Mais mais le gouvernement, je veux dire, les gouvernements ont une mémoire longue. Hein. On se rappelle très bien pourquoi les Gilets jaunes ont démarré. Donc que le gouvernement soit réactif et essaye de trouver le bon moyen, mais pas nécessairement le plus coûteux, me paraît Chèque énergie, c'est 600 millions d'euros d'un côté, pour des recettes fiscales en 2022 de 2,5 milliards liées à un prix de l'essence équivalent. C'est un effet d'aubaine pour les comptes de l'État. Non, mais ça ne suffira pas. Donc ils ont raison de chercher. Et ils ont raison de ne pas passer par la baisse des taxes, parce que c'est en effet écraser une mouche avec un marteau pilon. Ouais.
Alors, c'est quoi la meilleure solution pour aider, encore une fois, ceux qui prennent la voiture pour aller travailler? C'est ce que vous avez discuté tout à l'heure qui... avec Marie Viseau, je vous entendais. C'est une espèce de chèque qui est le moins mal ciblé possible. Disons pas le mieux possible, c'est très difficile de cibler, mais le moins mal ciblé, mais il faut envoyer un signe, il n'y a absolument aucun doute. Avec une facture en milliards, il faut l'assumer que la facture sera en milliards. D'accord, mais les Gilets jaunes, c'est aussi une facture en milliards. Hein. Ouais. En dehors du trouble, 15 ou 17 milliards à l'époque. En dehors du trouble et du déséquilibre apporté à la société. Après, il y a cette idée que le pouvoir d'achat, il faut le rappeler, on en parlait aussi avec Marie Viseau, qu'il n'a pas baissé depuis 2013. Non, quand on voit les chiffres de l'INSEE, et pourtant, notamment l'an dernier, grâce au quoi qu'il en coûte, décroissance de 8%, pouvoir d'achat qui et déficit public de 8%. Oui, c'était les équations économiques. L'économie, c'est une plomberie extrêmement simple. Ouais. Votre pouvoir d'achat est stable. Comme par hasard, l'économie dépasse de 8% et le déficit budgétaire est à 8%. Voilà. Ben, ça veut dire que les factures ont été payées. Ça a été le comble absolu de la social-démocratie. C'est-à-dire, c'est en réalité le système de redistribution qui a maintenu le pouvoir d'achat. Et c'était bien de le faire à l'époque, il faut n'avoir absolument aucun regret. Les Français ont très bien géré la crise. Ouais. Le quoi qu'il en coûte français a été à certains égards plus efficace que le quoi qu'il en coûte d'autres pays et paradoxalement pour un moindre coût. Non, je veux dire, la machine à la fois étatique, les banques ont été formidables dans l'octroi des PGE. Non, le système, quand des choses se passent bien, il faut les dire quand même, non? Ouais, vous ne trouvez pas? Ouais. Après, encore une fois, c'est toujours à l'État d'en faire plus pour le pouvoir d'achat des Français, malgré ce ressenti, encore une fois, qui n'augmente pas. Est-ce que c'est le rôle de l'État? Après, le reste relève du dialogue entre les partenaires sociaux et de la liberté des entreprises. Alors c'est vrai que c'est un dialogue qui est compliqué du fait du malheureux affaiblissement syndical. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas... Il faut que ce soit dans le débat politique, ça, dans le cadre de la présidentielle, justement. Non, mais ce n'est pas l'État... syndicalisation... moi, je suis convaincu qu'il y a un vrai sujet qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser les Français à adhérer à des syndicats. Moi, ça fait des quinquennats que j'essaye de vendre une idée que je n'ai jamais vendue à aucun président de la République. Et pourquoi ? Qui est très simple. Ouais. Vous faites sur la feuille de paye une colonne cotisation syndicale avec le nom des syndicats et en bas, évidemment, la rubrique ne veut pas payer. C'est ce que les Allemands font pour le financement des églises sur les feuilles d'impôt. Et vous verrez que vous resyndicaliserez. Et quand on resyndicalise, on rend nécessairement les syndicats réformistes, puisque c'est la faible syndicalisation qui crée des noyaux durs plus contestataires. Ouais. C'est bien résumé ça. Et puisqu'on parle du déficit, Alain Minc, une Allemagne plus conciliante a priori, mais on peut rester ad vitam aeternam ou sur 5 ans avec un déficit à 5% du PIB. C'est problématique ou pas? Puisque aujourd'hui la France en est à 0+, donc c'est pas un problème. Ça dépend. Et puis les besoins en santé, en sécurité, en enseignement sont là. Donc, non, mais c'est pour ça que je vous dis, au fond, cette crise nous a fait apparaître des vrais besoins. Donc penser qu'on va réduire les dépenses budgétaires significativement me paraît une illusion, même si cette illusion est vendue pendant la campagne par certains. En revanche, l'âge de la retraite, alors là, ça c'est de l'argent qui tombe, sonnant et trébuchant, et qui correspond à l'évolution de la société. Revenez alors, si vous voulez, revenez même à ce qu'est l'histoire des retraites. Quand Bismarck introduit les retraites, si vous prenez l'écart entre l'espérance de vie à l'époque et l'âge de la retraite et vous l'appliquez à aujourd'hui, il faudrait, dans l'optique Bismarck, prendre sa retraite à 85 ans. Ouais, il ne serait pas élu avec ça. Non, mais je veux dire, ça, c'est la seule réserve. Ça veut dire travailler plus. C'est une manière très courte de dire retarder l'âge de la retraite. C'est travailler plus pour financer des besoins collectifs dont chacun est conscient. Après, le travailler plus, on sait qu'en France, il est surtout aux deux extrémités. On sait bien que les jeunes arrivent trop tard sur le marché du travail et en partent beaucoup trop tôt au niveau des seniors. Ceux qui ont entre 25 et 55, ceux-là, ils turbinent. Hein. C'est vrai. Attendez. C'est vrai, mais le nombre d'heures travaillées en France n'est pas quand même un record occidental, malgré sur tout. Sur l'année. Oui, mais c'est sur l'année qu'on mesure. On reste quand même un pays... Sur l'année et sur l'ensemble du cycle de vie. Donc ça laisse de la place pour travailler plus. Deuxièmement, la remarque que vous faites était vraie à coup sûr il y a 2 ans. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, très interpellé par des
phénomènes qu'on n'arrive pas encore à mesurer et qui se sont passés sur le marché du travail. Je veux dire, les pénuries de main-d'œuvre, aujourd'hui, c'était quelque chose de totalement imprévisible. Donc il y a certainement des gens qui sont sortis du marché du travail. Je pense qu'il y a des ajustements individuels qui mêlent l'auto-entrepreneur, un peu de travail au noir, une organisation de sa vie personnelle différente. Parce que c'est quand même incroyable. Vous attendiez, vous, un jour, à entendre parler de pénurie de main-d'œuvre avec une telle violence? Non. Vous attendiez à voir des restos qui ferment des tables parce qu'ils ne trouvent pas de serveurs? Certains diront qu'ils ont augmenté les salaires. Mais ils vont augmenter. Ils ont d'ailleurs, vous avez vu, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de syndicat, puisque c'est le patronat qui octroie une augmentation de 10% des salaires, à peu près comme Louis XVIII octroyait la charte en 1815. Ce ne sont pas les syndicats qui l'ont réclamé. C'est l'exacte mesure, en réalité, du problème de la désyndicalisation. Une branche en pénurie de main-d'œuvre, le patronat de lui-même annonce, sans être du tout être poussé dans ses retranchements par les syndicats. Le dialogue social a encore des progrès. Pour qu'il y ait un dialogue social, il faut qu'il y ait deux partenaires autour de la table. Et en dehors de la fonction publique, n'oubliez pas que la France est le pays le moins syndiqué de l'OCDE. Ce qui veut dire que quand vous enlevez les bataillons relativement importants de la fonction publique, dans le secteur privé, le taux de désyndicalisation est hallucinant. Et problématique. On parlait donc des propositions des différents candidats aussi. Je sais que vous aimez bien Valérie Pécresse. Quand on parle des dépenses de l'État, elle propose 150 000 postes de fonctionnaires à supprimer. C'est un truc qu'on a déjà entendu. François Fillon était à 500 000. Quand on balance des chiffres comme ça, derrière, il faut l'étayer parce qu'on sait bien que c'est difficile, même si ça a été fait sous Nicolas Sarkozy avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. C'est un sujet très compliqué, mais je pense qu'on pourra toucher à ce sujet qu'en touchant à l'organisation administrative française, c'est-à-dire à l'incroyable millefeuille, les maires, les syndicats de communes, les métropoles, les départements, les régions. Enfin, c'est quand même bon. Donc ça, première chose. Deuxièmement, je pense que les réductions de personnel dans cette sphère. C'est l'administration administrante, selon je ne sais pas qui lui a soufflé cette expression. Non, mais c'est une vraie question. D'ailleurs, c'est le même propos que celui de Macron, disant qu'il veut voir plus de bleus dans la rue, c'est-à-dire plus de flics sur le terrain. Bon. Et deuxièmement, dans certains, ça ne peut se faire qu'au fond, il faudrait prendre comme modèle l'armée. L'armée est l'administration la plus moderne de France. L'armée, les carrières sont des carrières brèves. On peut partir au bout de 15 ans, ce n'est pas le statut à vie, on peut rester quand on a une ambition de devenir officier général, et je pense qu'il faut l'appliquer dans tous les métiers. De ce point de vue, il y a eu une réforme qui a été faite au début du quinquennat, sous les radars, comme les vraies grandes réformes dont personne ne parle, qui est la réforme que de M. Dussopt a fait du statut de la fonction publique. Elle a donné des flexibilités. Autant la réforme sur les retraites est un échec calamiteux, autant la réforme du statut des fonctionnaires est une réforme très réussie parce que discrète et qui ouvre des pistes. Il nous reste quelques instants avant de parler de votre livre, Alain Minc. Évidemment, Éric Zemmour, il faut que je fasse réagir, qui est donné au coude à coude avec Marine Le Pen et Xavier Bertrand dans la perspective de la prochaine présidentielle. On est loin, évidemment, mais est-ce que, à 6 mois d'élection, est-ce que sa percée change l'équation, la trajectoire est-ce que ça perturbe cette élection, selon vous? Est-ce qu'il n'est pas trop haut, trop vite? Est-ce qu'il aura une carrière, un destin à l'achèvement en 2002 ou à la Macron en 2017? Ni l'un ni l'autre, à mon avis, bon, général. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de solidifier un électorat, qu'il ne prend pas qu'au Front National, qu'il y a une partie de l'électorat conservateur français qui arrive à se reconnaître dans ses positions, et que la conséquence macro-politique de la chose, c'est que ça abaisse le seuil d'accès au deuxième tour. Et donc ça ouvre le jeu. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour le président qui peut se retrouver non, ça lui garantit au président quasiment d'être au second tour. Mais ce qui est clair, c'est que la perspective éventuellement d'avoir face à lui un candidat de la droite démocratique est une perspective beaucoup plus difficile que de donner d'imposer une nouvelle défaite à Madame Le Pen et aussi à Éric Zemmour. Donc ça change la donne. C'est pour ça que ce qui se passe à droite est beaucoup plus important que ça n'aurait été sans Zemmour. Sans Zemmour, on était à peu près sûr d'aller vers un deuxième tour Macron-Le Pen. Et à droite, justement, congrès début décembre. À mon avis... Donc c'est pas une bulle. Donc c'est pas une bulle, on le voit derrière vous, Éric Zemmour, c'est pas une bulle pour vous.
Pardon? C'est pas une bulle. Non, c'est pas une bulle. Je ne pensais pas qu'il monterait si haut. C'est pas aussi une bulle, et je pense qu'il a mis en branle des mouvements dans la partie conservatrice de la société française qui sont impressionnants. Écoutez, alors si vous savez ce que vont voter les 80, peut-être devenus 100 000 membres des Républicains, alors là, vous êtes vraiment un devin. Hein. Aucun d'entre nous... Donc Barnier, Pécresse, Bertrand... On n'en sait rien, on verra. Bon, fondamentalement, ils pensent plus ou moins la même chose. C'est une question de casting. Non, mais d'abord, on pense en économie, je pense, en économie, tout à fait la même chose. Après, il y a la silhouette des gens, ce qu'ils représentent, leur capacité intellectuelle, la symbolique. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour 1000 raisons pour Valérie Pécresse, mais pour une raison qui est au-delà d'elle. Je pense que la symbolique d'une femme en position de briguer vraiment l'Élysée est quelque chose qui serait un point ultime dans le processus d'émancipation actuelle des femmes. Bon. Il faut parler de ce livre, Ma vie avec Marx, chez Gallimard. Vous dites ça d'un ton là, il faut parler de ce livre. Il faut en parler parce que mais c'est intéressant ce que vous définissez comme le dernier marxiste français. Et je ne suis pas sûr que Philippe Martinez, patron de la CGT, qui était là il y a quelques jours avant vous, serait de votre avis. Je pense que je connais Marx mieux que lui. Non, mais il pourrait ricaner sous cap en se disant mais il est gonflé, Minc, alors qu'il conseille les puissants patrons du CAC 40. Mais je pense que enfin, peut-être ai-je tort, et peut-être Philippe Martinez est un grand spécialiste de Marx, mais s'il me fait l'honneur de lire ce petit bouquin, il verra que le meilleur analyste, exégète de l'économie de marché et de la mondialisation s'appelle Karl Marx. Les pages que je cite au début du livre, qui ne viennent pas de ce bouquin compliqué, lourd qu'est le Capital, mais qui vient du manifeste communiste, c'est-à-dire du document le plus militant, sont des pages fascinantes. C'est le plus bel éloge de l'ouverture des frontières, du rôle de la bourgeoisie, du progrès technique, de l'accumulation du capital. Voilà. Donc je voue ça à la réflexion de Philippe Martinez. Bon, et qu'est-ce que vous admirez alors chez l'auteur de... Non, ce que j'admire chez Marx, c'est que il n'y a pas eu dans l'histoire quelqu'un qui a pu englober à la fois l'économie, l'histoire, la sociologie et la philosophie. Il y a une espèce de pensée totalement globale qui est sans équivalent. Qu'on ne retrouve pas chez les libéraux. À un moment donné dans le bouquin, j'essaye de me dire, y a-t-il l'équivalent libéral ? Et je suis obligé de faire une espèce d'hybridation pour trouver l'équivalent libéral en prenant un bout d'ADN de Keynes, un bout de Schumpeter, un bout de Ricardo, un bout d'Adam Smith. Donc ça montre le génie de Marx. Et dernière chose, et puis on ne va pas épiloguer éternellement sur Marx, il y a deux filiations chez Marx. Il y a la filiation qui mène au communisme et qui se termine dans un échec sanglant. Que vous ne vantez pas, mais il y a une deuxième filiation qui naît au même moment, qui est un affrontement dans le Parti socialiste allemand au XIXe siècle, qui mène à la social-démocratie. Et si vous vous dites à quel moment la social-démocratie a le plus triomphé, c'est évidemment au moment du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte est le paroxysme de la social-démocratie. En réalité, on a nationalisé 12 millions d'emplois temporairement. Ouais. Et on a bien fait. Ouais. Ce serait qui le successeur aujourd'hui de Marx? Il n'y en a pas, je vous dis. Piketty? Pardon? Piketty? Non, mais ce que fait Piketty est très intéressant. Le problème de Piketty, c'est que les inégalités, c'est que son diagnostic est très intéressant et les remèdes qu'il propose sont totalement inapplicables. Quand il dit après la guerre, on avait des taux d'impôt de 85%. Aux États-Unis. Retournons à des taux d'impôt de 85%. La société de l'après-guerre n'est pas la société d'aujourd'hui. L'idée qu'on puisse imposer aux sociétés individualistes, contemporaines, avec leur excitation des taux d'impôt de cet ordre, est absurde. Donc, Piketty pour la pose du diagnostic, oui. Piketty pour les remèdes, non. Non, on a compris. Merci d'avoir été avec nous. Alain Minc, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.